Donc, c'est une intervention à double voix, donc je vais prendre la parole en premier. Déjà, je vais passer très rapidement. Je souhaitais remercier quand même, on souhaitait remercier les organisateurs du colloque d'avoir accepté notre proposition et d'avoir coûte que coûte réalisé ce colloque au vu des circonstances pas toujours simples. Donc, un grand merci. Donc, Philippe Charrier, moi je suis sociologue, et Gaël sociologue et anthropologue, et on va aborder un sujet un peu particulier qui est celui de la mort périnatale et donc de ce passage entre une dématérialisation de la mort périnatale à une matérialisation autour de cette problématique, dématérialisation, matérialisation. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut préciser un certain nombre de choses sur les décès périnataux. Déjà, c'est une configuration un peu particulière dans le sens où elle touche des personnes qui ne sont pas forcément censées être touchées par le décès, par les décès. Puis ce sont des couples qui sont peu socialisés à titre, de manière générale, aux questions funéraires et donc peut amener à avoir été socialisés à comment on organise des obsèques, possèdent rarement d'ailleurs des concessions dans un cimetière. Donc, des personnes qui ne sont pas forcément préparées à ce genre de situation, qui ne connaissent pas forcément les codes aussi du domaine funéraire. C'est un domaine aussi, la mort périnatale, qui donne lieu à ce qu'on appelle le deuil périnatal, et j'y reviendrai un peu plus loin après pour définir ce qu'on entend par là et les conséquences. Cette notion de deuil périnatal s'est diffusée assez largement depuis une trentaine d'années, mais donne lieu à des vécus chez les couples assez différents, finalement, des parcours assez différents. Et d'ailleurs, ça se concrétise dans les situations, dans le vécu de ces personnes, avec des modes de recueillement, des modes de mise en mémoire qui sont très variés, qui peuvent être quasi nuls à des choses très foisonnantes. Et parfois même d'ailleurs qui s'éloignent des pratiques funéraires dites ordinaires, même si on sait bien que ces pratiques funéraires ordinaires ont elles-mêmes beaucoup évolué cette dernière décennie. Le traitement funéraire de la mort périnatale existe, en tout cas en France et dans la plupart des pays occidentaux. Nous appuyons beaucoup sur les travaux qu'on a fait en France. Donc ce traitement funéraire existe, il peut y avoir des obsèques, des inhumations, des crémations, mais attention, tout cela n'a pas de caractère obligatoire. Tout ça relève de choix, et relève de choix des personnes concernées, des parents, entre guillemets. Voilà. On précise aussi un certain nombre de choses pour bien montrer cette évolution entre une situation où le corps autour de la mort périnatale était quasi absent à une présence et une forte présence. Il faut revenir un petit peu en arrière. Il faut savoir que une chose que l'on sait, mais c'est bien de le rappeler quand même, que la place du baptême est fondamentale dans les sociétés occidentales et christianisées, puisque la vie et un enfant est reconnu, entre guillemets, s'il est né, vivant et baptisé. C'est vraiment le sacrement du baptême qui passe finalement de quelque chose qui n'est pas matériel à quelque chose qui est matériel, du corps, une absence de corps. Et un traitement qui bien sûr va en conséquence. Avec des pratiques parfois qui vont au moment où le décès peut être une éventualité, qui vont jusqu'à porter un sacrement in utero ou les pratiques d'ondoiement, qui sont une sorte de petits baptêmes. Il reste que, historiquement, jusqu'à une période de basculement qu'on peut situer, en tout cas en Europe dans les années 50, la plupart des enfants morts au moment de leur mise au monde ne bénéficient pas d'un traitement funéraire et leur corps est généralement considéré à l'identique de déchets. Ensuite, donc, les années 50, c'est un basculement important. Il y a une autre période importante, c'est les années 90 pour notre sujet. Les années 50, c'est quoi qui est important? C'est la médicalisation, une baisse forte de la mortalité infantile qui avait déjà été entamée, mais qui est accentuée par cette médicalisation. Et puis, une sensibilité accrue de la part des couples
autour de la perte éventuelle d'un enfant, qui est attendue, et puis surtout, voilà, la naissance, l'enfant est considéré comme un projet, et la perte de ce projet va au-delà de ce que ça pouvait être auparavant. Et là, on passe finalement d'une situation au niveau des années 90, où, comme l'a bien montré par exemple Dominique Mémy, le corps des morts-nés était jusque-là escamoté, non présenté aux parents, par exemple, traité comme un déchet anatomique, à une présence forte et évidente. Alors là, je sais qu'on a pris un peu de retard en plus. Je passe très rapidement sur cette diapositive qui présente nos 2 programmes de recherche dans lesquels nous avons tous les 2 travaillé. Le premier étant essentiellement une étude des dispositifs de prise en charge des corps des enfants morts-nés en France, dans certains territoires. Le deuxième recherche étant une recherche associée avec des juristes sur la question des modes d'enregistrement de ces enfants sans vie, puisque c'est le terme que l'on utilise en France, et une étude aussi sur la perception chez les personnes concernées, les parents. Donc je vous renvoie à ces travaux pour plus de développement. Je reviens sur cette idée de deuil périnatal et de cette norme périnatale qui s'est mise en place à partir des années 90 en France, un peu plus tôt dans certains pays anglo-saxons. On voit se mettre en place tout un accompagnement hospitalier et professionnel, où la profession de sage-femme notamment est fortement impliquée, qui vise finalement à favoriser le deuil périnatal, et que ce deuil s'appuie sur le corps de ces enfants sans vie. Du coup, on voit, premier élément important, une précaution toute nouvelle et même très forte à l'égard du corps de ces enfants en vie, c'est-à-dire un soin qui leur est porté, non seulement de l'ordre du nettoyage, mais aussi de l'ordre du maquillage, de la mise en scène, pour que cet enfant puisse être présentable et présenté. Il est présenté tel un enfant qui serait né, puisqu'on le présente aussi vêtu ou langé, éventuellement, et vêtu aussi avec des vêtements qui sont aujourd'hui adaptés à ces petits corps, puisque ces enfants, généralement, n'ont pas le corps de fœtus à terme. Ensuite, évidemment, ce corps, il faut le traiter, et c'est le traitement funéraire qui se met en place avec des lieux de dépôt, le corps suit un certain nombre de trajectoires semblables finalement à d'autres corps, et même si, il faut bien dire, d'un point de vue légal, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'en France, le statut de ces corps reste des pièces anatomiques et peuvent donner lieu à des crémations collectives, éventuellement, si ce choix est celui des parents. Et enfin, troisième axe important aussi de support du deuil périnatal, ce sont toutes ces réalisations, ces traces mémorielles, dont vous avez un certain nombre d'exemples dans la photo sur cette diapositive, qui regroupent toute une série de traces mémorielles pour le même enfant sans vie, avec des photographies de l'enfant, qui ne sont pas que des photographies médicales, hein, des empreintes, on voit le petit pied, des messes de cheveux, des bracelets de naissance, le vêtement que l'enfant a pu porter, etc. Tout cela donne finalement toute une matérialisation extrêmement forte du corps de ces enfants en vie. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Gaëlle Clémendier. Elle va aborder la question du numérique. Est-ce que le numérique, finalement, et dans quelle manière ce numérique est-il un support ou alors un initiateur de ces nouvelles normes ? Oui, donc à partir des travaux que l'on a conduits, l'idée était de vous présenter aujourd'hui, dans le cadre de ce colloque, l'ensemble des moments, l'ensemble aussi, à la fois dans la question de la trajectoire du corps et sur la dynamique funéraire, à quel moment la place du numérique devient éventuellement centrale ou périphérique. Donc là, ce que l'on vous propose, en 4 diapos, on va essayer de tenir bien entendu les délais, et on est bien dans le cœur du colloque sur les supports numériques. L'idée était de savoir
justement si ces supports étaient résiduels ou accompagnés des mouvements qui préexistaient, ou est-ce que ces supports pouvaient initier de nouvelles pratiques. Il me semble que c'était au cœur du programme de la journée d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que au départ, on a hésité en fait à soumettre une proposition à votre appel à contribution parce qu'on s'est dit le numérique, il est finalement assez peu présent sur la question des enfants sans vie. Et en creusant davantage la question, on s'est rendu compte dans quatre temps, sur 4 aspects, ça nous semblait malgré tout très important. Alors, les supports numériques sont très importants sur le témoignage d'une expérience et notamment sur cette question de l'intime exposé, puisqu'en fait, en dehors de la salle de naissance, qui est un moment où les personnes concernées sont susceptibles de rencontrer le bébé, ce qui est considéré comme un bébé, hein, en tout cas c'est ce que définit Dominique Mémy, même si on pourrait y revenir, mais ça serait l'objet d'autres débats. Il y a assez peu de place, notamment à l'échelle de la famille élargie, pour évoquer cette situation-là. Donc il s'avère que les blogs, certains forums, les sites internet des associations, d'un certain nombre de collectifs permettent le dépôt de témoignages. Donc ces femmes, et ce sont essentiellement des témoignages féminins, mais il y a aussi des couples et des hommes qui peuvent témoigner, écrivent parfois à la première personne, utilisent le on ou le nous, mais témoignent en fait de l'expérience qui est la leur, et ça permet aussi de rendre à la fois visible, mais de faire exister cette expérience qui finalement n'a pas beaucoup d'espace social en dehors de ces supports-là. Donc là, en l'occurrence, le numérique a une place très importante. D'autre part, au-delà de partager une expérience, l'idée est de faire exister l'enfant sans vie, qui, comme le disait Philippe Charrier, c'est pour ça qu'on a eu une introduction un petit peu longue, n'ont pas forcément d'espace funéraire dédié en propre, avec une concession notamment, ou en tout cas une sépulture. Et ça permet aussi de replacer cet enfant à l'échelle de la trajectoire biographique de l'individu, mais également au sein du couple parental et également de la fratrie. Il n'est pas rare que ces témoignages parlent d'enfants aînés ou donnent un rang à l'enfant sans vie au sein de la fratrie. Ce qui est aussi surprenant, et vous avez une capture d'écran d'une page internet d'une association, ce sont les aspects émotionnels du vécu qui sont mis en avant, mais aussi les rôles maternels et paternels, et on va y revenir dans quelques instants. Le deuxième point qui nous semble essentiel par rapport à ces supports numériques, au-delà de l'expérience individuelle, c'est faire advenir une communauté de personnes qui partagent cette même expérience, dans des logiques de reconnaissance et d'affiliation. En fait, ces supports numériques permettent de transmettre des informations, des conseils, des ressources. Ils permettent aussi d'organiser des événements. Donc, il n'y a pas d'obstacle à des rencontres ultérieures, puisqu'on peut tout à fait faire partie d'un groupe de parole sur le net et pour autant se rencontrer par ailleurs. Donc les blogs dont on a parlé, les forums, mais également les pages personnelles permettent à ces personnes de faire collectif et de s'identifier. Et vous le voyez sur la droite, donc là quand j'ai fait une simple recherche en tapant un hashtag Parange et on tombe sur des pages personnelles de personnes qui par des signes de reconnaissance et d'identification, permettre justement de s'identifier et peuvent être à l'initiative de dialogues, d'échanges avec d'autres personnes qui ont vécu la même situation. Donc cette communauté d'expérience, c'est aussi quelque chose qui est très important. En revanche, il nous semble également qu'il y a d'autres aspects qui sont essentiels par rapport à ces supports numériques. Donc là, on change de registre. On n'est plus dans un registre qui relève d'initiatives personnelles ou d'associations, mais qui relève d'initiatives publiques, d'institutions publiques, et qui vont utiliser les supports numériques dans l'objectif d'une simplification ou une clarification des démarches auprès des administrés. Ce qui nous intéresse par rapport à la question qui est la nôtre, c'est comment, par l'intermédiaire de ces démarches administratives qui paraissent être très éloignées d'un processus de reconnaissance, il s'avère que les enfants sans vie, sauf mention contraire des personnes concernées, sont intégrés
comme défunts à part entière sur les sites des mairies concernées. Donc là, vous avez un bandeau sur la droite qui est une capture d'écran du site de la mairie de Rennes, autant sur les avis d'obsèques que sur la recherche d'un défunt, et également sur les sites où ils peuvent être inhumés, que les personnes concernées aient souhaité ou non donner une trajectoire funéraire à leur enfant sans vie, puisqu'on est parfois dans le cadre de crémation collective, c'est le cas du Petit Phare de l'Est à Rennes, donc où il n'y a aucune initiative des personnes concernées, donc on n'est pas dans une démarche intime de publicisation de l'événement. Eh bien, ces mairies ont fait le choix de considérer que les enfants sans vie, qui n'ont pas le statut d'enfant, puisqu'ils ne sont pas déclarés à l'état civil, eh bien, sont intégrés comme des défunts à part entière. Et donc, ils sont recensés sur les sites. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est une vraie révélation pour nous, puisqu'on ne s'attendait pas à voir ce type de diffusion. Et ça m'amène à la quatrième et avant-dernière diapo de notre présentation, où on voit apparaître de nouvelles dynamiques de mémorialisation qui sont à la fois à l'échelle des individus, des collectifs, mais également des collectivités et éventuellement des cimetières. Il s'avère, et ça me permet de reboucler avec l'introduction qui a été faite, les décès périnataux interviennent en règle générale dans des contextes où on est sur des interruptions médicales de grossesse ou des suivis de grossesse pathologiques. Alors, il peut y avoir des événements fortuits et spontanés comme les morts fœtales in utero, à terme notamment, mais très souvent, l'hôpital en question est un hôpital un CHU ou un CHR qui sont parfois à une grande distance du domicile des personnes concernées. Et il peut s'avérer qu'il est difficile pour eux ou pour elles d'aller se recueillir dans un espace funéraire dédié. Donc, un certain nombre de communes ont pris la décision, par le biais de leur site internet notamment, de diffuser soit par l'intermédiaire de webcams, soit par l'intermédiaire de photographies en ligne, qui sont considérées comme des espaces de recueillement à distance pour les personnes concernées, essayant de pondérer à la fois l'absence d'espace funéraire individuel, mais également de pallier aux difficultés liées à la distance géographique d'avec ces sites. Donc ça permet, par rapport à la la présentation de la page précédente, de conserver une trace publique de ce décès, le recueillement à distance, on vient de le dire, mais également des mémoriaux éphémères. Et ces mémoriaux éphémères sont aussi repris par un certain nombre d'associations qui permettent à la fois l'organisation d'événements de visu, donc des collectifs sur des temporalités où les gens peuvent se rencontrer, les personnes se rencontrer, mais également des démarches à distance et notamment des recueillements en ligne. Donc la dernière diapo de conclusion, la question qui traverse cette présentation, qui est évidemment très rapide parce qu'on est obligé, quand on travaille sur les décès périnataux, de faire quelques rappels en amont et qui nous prend un petit peu de temps, mais c'est nécessaire. La question qui est la nôtre par rapport au support numérique est peut-être, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça ne crée pas de l'immatérialité, mais davantage ça rend de la matérialité à une situation où la rencontre avec l'enfant sans vie a été très rapide en salle de naissance et ces personnes se retrouvent face à l'absence de l'enfant. Et en fait, les supports numériques ont pour particularité de recréer de la matérialité. Donc, ils donnent de la consistance au corps, ils font preuve que l'événement a existé, ils donnent de la densité à la rencontre, au vécu individuel et familial. Ils génèrent des collectifs et favorisent des processus de reconnaissance et de mobilisation. Ils font trace et permettent aux souvenirs de trouver des supports mémoriels. Ils s'inscrivent bien dans la norme du deuil périnatal et ils favorisent une forme de matérialisation et de pérennisation puisque les supports que l'on vous a montrés sur les empreintes, sur les photos, etc., un certain nombre de couples les numérisent, ces supports-là. D'ailleurs, quand ils nous les ont envoyés, ils les ont envoyés sous support numérique. Et ce qui est aussi intéressant, et on n'en a pas parlé puisqu'on n'avait pas le temps dans la présentation, mais évidemment, j'imagine que c'est quelque chose qui était sous-tendu dans notre présentation, c'est que ces jeunes gens qui perdent un enfant ne sont pas socialisés aux questions funéraires. En revanche, ils sont entre guillemets formés aux sociabilités juvéniles et notamment au recours au numérique. Donc, ça boucle, si vous voulez, c'est-à-dire que le numérique est un support très propice et en même temps, c'est un support familier pour ces couples. Merci pour votre attention. Merci.